La machine de guerre allemande de la Seconde Guerre mondiale s'est forgée une réputation terrifiante en tant que moteur de destruction et de mort, brutalement efficace et dévastateur. Eh bien, vous n'en verrez aucune preuve dans cette vidéo. Les Wunderwaffe conçus par les nazis, ce qui signifie littéralement armes miracles, comptent parmi les conceptions d'armes les plus folles, insensées, stupides et ridicules jamais imaginées. La plupart de ces Wunderwaffe, comme vous allez le voir, étaient aussi inutiles que délirantes. La plupart des Wunderwaffe, trop peu pratiques pour être construites et produites en série, n'ont jamais dépassé le stade du prototype. Absorbant d'énormes sommes d'argent et de précieuses compétences techniques, ces dispositifs exotiques ont consommé une grande partie des ressources allemandes, tout en offrant très peu d'avantages tactiques ou stratégiques en retour. Dans cet épisode, nous allons plonger dans le monde étrange et farfelu des Wunderwaffe nazis en nous concentrant sur les projets les plus fous, certains des rêves les plus insensés jamais imaginés par des esprits néo militaires et parfois concrétisés en prototypes. Bienvenue dans Guerre du Monde. La Wunderwaffe regorge de toutes sortes de conceptions folles. Quand il s'agit du plus fou de tous, le Panzer VIII doit forcément être en lice, surtout quand on considère à quel point ce véhicule a failli être produit en masse. Alors prenons du recul, nous allons en avoir besoin. Le Panzer VIII était un super char lourd, pesant 188 tonnes, soit facilement 4 fois plus lourd que les chars les plus lourds utilisés sur le terrain à l'époque, et encore 3 fois plus lourd que les chars de première ligne modernes. Ce truc était gigantesque. D'abord surnommé le Mammouth pour des raisons évidentes, le Panzer VIII aurait éclipsé tous les véhicules sur le champ de bataille. Mais bien sûr, c'est le programme Wunderwaffe, et rien n'est censé être raisonnable. Ainsi, pesant plus de 100 tonnes et recouvert d'un blindage de 18 cm d'épaisseur, le Panzer VIII est devenu connu aussi bien par ceux qui travaillèrent dessus que par les historiens surpris du monde entier sous le nom de la souris. Honnêtement, c'était inimaginable. Cette machine colossale atteignait des sommets de ridicule. À l'origine équipée d'un canon plus petit, les concepteurs de la souris voulaient maintenir la bête en dessous de 100 tonnes. C'était tout simplement impossible. En voyant un modèle en bois de la chose en mai 1943, Adolf Hitler n'en voulait rien savoir. Il a affirmé que la chose avait un canon de jouet exigeant l'installation d'un immense canon de 150 mm. Si on l'avait écouté, la Maus aurait facilement fini par peser 200 tonnes. Je déteste dire que quelqu'un impliqué dans ce projet est raisonnable, mais un compromis a été trouvé quelque part par quelqu'un. Et le puissant canonnier anti-char Krupp de 128 mm Pak 44 a été choisi. A été monté à la place sur la Maus, pesant 10 tonnes et capable de tirer des obus de 28 kg qui pouvaient neutraliser n'importe quel véhicule de combat. Déployé par les Alliés à des portées dépassant 3500 mètres, c'était une arme redoutable, et elle a transformé la Maus en un redoutable chasseur de chars. Elle était complétée par un autre canon de 75 mm, comme celui utilisé sur les Panzer IV, ainsi que par une mitrailleuse antipersonnel M64. Enveloppée de blindage et équipée de canons aussi puissants, la Maus était destinée à être utilisée comme char de percée, ouvrant des brèches dans des positions bien défendues et en ressortant indemne. Cela aurait été terrifiant à voir sur le champ de bataille, mais il n'aurait pas fallu fuir aussi vite. C'est parce que la Maus finissait par peser bien plus de 100 tonnes à cause de son utilisation, et c'est là que le char commence à paraître un peu ridicule. Parce que même avec des moteurs assez puissants, des moteurs 12 cylindres dérivés de modèles utilisés dans l'aviation étaient disponibles pour l'utilisation. Ces moteurs étaient énormes et cela allait garantir que la Maus serait sujette à de nombreux problèmes mécaniques. Bien qu'elle produise autant de chevaux qu'une Bugatti Veyron, la vitesse maximale de la Maus n'était que de 12 miles à l'heure. Hitler s'est exclamé en voyant les plans « Si j'en avais 100 comme ça, je pourrais repousser les Russes ». Eh bien, même si cela avait été vrai, et spoiler, ce n'était pas le cas, il n'aurait pas envoyé les Russes quelque part de sitôt. Chaque commandant de char qui voyait cette chose savait qu'elle serait inutile, trop lente, trop vulnérable aux attaques sur ses points faibles et trop coûteuse. Pour chaque exemplaire construit, il aurait fallu sacrifier 6 ou 7 chars Tigre, des véhicules dont l'efficacité au combat ne faisait aucun doute. La scène devait être sinistre lors de la réunion sur les plans de la Maus avec un Hitler fulminant.
en train de parler de la façon dont ils pourraient les déchanger la guerre et rêvant de chars pesant plus de 1000 tonnes, tandis que les généraux et officiers tout autour de lui, avec leur expérience du combat, étaient blinqués pleinement conscients de l'inadéquation de cette arme et de la gravité désespérée de leur situation. Certains ont protesté, mais la plupart sont restés silencieux, trop effrayés pour s'opposer à la volonté du Führer. Seuls 2 prototypes du MOS ont jamais été construits, et aucun n'a vu le combat. D'autres ont été presque construits, mais abandonné leurs énormes carcasses laissées sur les sols des usines. S'ils l'avaient été, ils auraient probablement eu peu de succès. De tels chars massifs auraient été des cibles faciles pour les forces aériennes alliées qui contrôlaient totalement le ciel dans les dernières phases de la guerre. Dans l'ensemble, il est juste de dire que le Panzer 8 MOS était un projet défaillant et insensé du début à la fin. Des chars encore plus grands ont été proposés comme Wunderwaffe, y compris le Land Cruiser P-1000 de 1500 tonnes, mais aucun n'est jamais allé aussi loin vers la réalité que le MOS. Si l'Allemagne avait eu le temps de les construire, les ressources pour les fabriquer et l'infrastructure nécessaire pour les déplacer, peut-être qu'ils auraient été quelque chose de spectaculaire. Mais l'Allemagne ne disposait d'aucune de ces choses. En 1944 et 1945, la Wehrmacht avait à peine assez de carburant pour approvisionner sa flotte de chars existante, sans parler de cette monstruosité. Cela fait du MOS l'une des Wunderwaffe les plus absurdes qui ait failli atteindre la production de masse et une histoire incroyable de « et si » de la Seconde Guerre mondiale. Une série de propositions pour des cuirassés surpassant tous les autres en taille, les cuirassés de la classe H auraient peut-être été lancés si le régime nazi avait survécu quelques années de plus. Surpassant en taille aussi bien les cuirassés de la classe Yamato du Japon que ceux de la classe Montana des États-Unis, la classe H était une série proposée de cuirassés d'une taille et d'un armement incroyable. Comptant au total 6 plans, la série de cuirassés H a été conçue dans un seul but. Et un seul but, la destruction de la Royal Navy britannique. Le nom donné au réarmement et à l'expansion de la Kriegsmarine, la marine allemande, était le très évocateur Plan Z. Le plus grand de ces cuirassés de la classe H prévu pour le Plan Z était le H-44. Bien qu'il n'ait jamais vraiment été planifié en détail, le H-44 devait mesurer 345 mètres de long et peser l'incroyable poids de 141 500 tonnes. Ce colosse aurait pesé 2 fois plus que les plus grands cuirassés jamais construits dans l'histoire, les redoutables Yamato japonais et ses navires jumeaux. En fait, le H-44 aurait été si grand que, s'il avait été construit, il n'y aurait eu aucun port dans toute l'Allemagne assez grand pour l'accueillir. Le redoutable cuirassé, le Bismarck, qui a coulé le puissant Hood lors de l'un des affrontements les plus emblématiques de l'histoire navale, ne faisait qu'un tiers de la taille du H-44. Cette chose aurait été un monstre. Mais qu'importe si les cuirassés de la classe H étaient aussi longs et lourds qu'un porte-avions américain à propulsion nucléaire d'aujourd'hui. Parlons des canons. Eh bien, en matière de puissance de feu, l'ingénierie allemande déçoit rarement et la classe H ne faisait pas exception. Avec un armement proposé de 8 canons de 508 mm, le H-44 aurait probablement été capable de tirer des obus pesant jusqu'à 1900 kg chacun. Cela signifie qu'une seule salve du H-44 aurait déversé plus de 15 tonnes de munitions explosives sur vous, une charge utile qu'il faudrait 7 B-17 Fortress Stealth volantes, l'un des plus grands et des plus destructeurs bombardiers lourds de la Seconde Guerre mondiale pour transporter. Se retrouver face à ces canons navals de 20 pouces aurait signifié une destruction certaine pour n'importe quoi, à l'exception peut-être de quelques bunkers souterrains en béton. Mais bien sûr, ce n'était guère plus qu'un rêve éveillé pour les nazis. Avec des délais de production estimés à 50 mois et nécessitant d'énormes quantités d'acier, de main-d'œuvre et d'argent pour être achevé, aucun navire de guerre de la classe H ne serait jamais terminé. Et les deux qui furent commencés, ayant alors utilisé respectivement 1200 et 3500 tonnes d'acier, furent mis à la ferraille, les matériaux étant utilisés à la place pour fabriquer des U-Boots. Avec la guerre totale qui éclatait sur Terre, les Allemands n'avaient tout simplement pas les ressources nécessaires pour défier les Britanniques en mer.
C'est finalement une bonne chose car les affrontements navals dans le Pacifique démontraient déjà à quel point les cuirassés devenaient obsolètes face aux stratégies mobiles basées sur les porte-avions. Les canons qui avaient déjà été construits furent intégrés aux murs de l'Atlantique, une série de défenses navales. Ils restent aujourd'hui d'immenses rappels du potentiel de puissance de ces navires de guerre. À la place, la Grande-Bretagne continua de dominer les mers, mais la classe H régnera à jamais sur l'imagination de tout passionné de guerre navale, s'éloignant de la réalité dans sa splendeur d'acier aux dimensions ridicules. À ce stade, il devrait être assez clair que les nazis ont poursuivi toutes sortes de programmes d'armement ambitieux et irréalistes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le Messerschmitt Me-163 en était peut-être le meilleur exemple. Le premier et unique chasseur opérationnel propulsé par fusée est le premier avion piloté capable de dépasser 1000 km à l'heure, un record qui ne sera d'ailleurs battu que 10 ans plus tard. Cet avion incroyable a gagné son surnom de comète, filant dans le ciel dans une gerbe de gloire. Les nazis avaient longtemps été des pionniers de la technologie des fusées. Et bien qu'ils repoussaient également les limites dans l'utilisation des turboréacteurs, les applications potentielles des fusées pour les avions ont captivé leur imagination. N'ayant pas besoin d'aspirer de l'air et ne brûlant que les propergoles qu'ils transportaient, car les avions fusées avaient le potentiel d'être incroyablement rapides. Et au milieu des années 1940, alors que les villes allemandes étaient rasées par vague après vague de bombardiers alliés, les nazis étaient désespérés de trouver quelque chose de nouveau. Le Messerschmitt 163 Comet était cette réponse et cette machine méritait bien son surnom. Ne vous laissez pas tromper par son apparence trapue. Cette machine était incroyablement rapide pour son époque, capable d'atteindre jusqu'à 700 miles à l'heure. Apparemment, il a failli arracher son stabilisateur vertical dans le processus. À ces vitesses, le Comet était plus de 2 fois plus rapide que la plupart des pilotes de chasse alliés qui dépassaient rarement les 350 miles à l'heure. Un pilote américain témoin d'un Comet attaquant son escadron a comparé l'avion à une chauve-souris sortie de l'enfer. Armé de canons mitrailleuses 151 de 20 mm, ainsi que de quelques canons jumelés MK-108 de 30 mm, le Comet pouvait abattre un avion de chasse en un seul coup et un bombardier en quelques tirs de plus. Il devait en cependant faire en sorte que chaque tir compte, car en produisant une telle poussée incroyable, cet appareil consommait du carburant et il le consommait très rapidement. En atteignant sa vitesse de plus de 1000 km à l'heure, le Messerschmitt 163 tombait à court de carburant en seulement 7 minutes et demie, après quoi il planait pour redescendre et atterrir. Par conséquent, les pilotes n'avaient qu'une seule chance et une seule de toucher leur cible. Dans des cabines non pressurisées, subissant des forces G qui menaçaient tôt beaucoup de perdre connaissance et devant aligner leurs tirs sur des avions voyageant bien plus lentement qu'eux, vous pouvez imaginer à quel point cela devait être difficile. Et les dangers. Nous devons parler à quel point ces Messerschmitt 163 étaient dangereux. Après tout, une comète n'est pas seulement rapide, mais aussi un signe de malheur imminent. Rempli de carburant de fusées volatiles et doté d'une technologie encore en développement, le Messerschmitt 163 avait autant de chances d'exploser de lui-même que d'être abattu. Il n'est donc pas étonnant que les pilotes allemands ne se bousculaient pas pour avoir l'opportunité de piloter ces engins. Le propulseur, un mélange chimique connu sous le nom de Sestoff, était corrosif, toxique et extrêmement volatile une fois mélangé. Le concepteur de l'avion, Alexandre Lippisch, a dit à propos de ce produit, je cite, « Si vous y plongez le doigt, il ne vous reste que l'os. » Les Messerschmitt 163 explosaient parfois sur le tarmac lors de la préparation au décollage, ainsi qu'à la suite de simples petits dégâts en vol. Le produit chimique toxique blessait souvent les équipages de l'avion et un pilote malchanceux, M. Joseph Osé, a été entièrement dissous lorsque la conduite de carburant s'est rompue. Il semblait que les nazis repoussaient les limites dans tous les domaines, y compris dans les façons les plus atroces de se tuer eux-mêmes. Aucune surprise que les pilotes et équipages allemands appelaient ces engins les machines de l'enfer. Alors, est-ce que cet avion farfelu propulsé par des fusées valait vraiment le coup ? Étonnamment, malgré les nombreux défauts dont nous avons parlé, il l'était vraiment. Malgré les pénuries de carburant qui ont immobilisé la plupart des avions durant la guerre.
Au cours de leur brève histoire opérationnelle, ils ont détruit au moins une douzaine d'appareils alliés en vol plané. Il était très maniable et facile à contrôler, un pilote d'essai allemand ayant même déclaré qu'un enfant pourrait le piloter grâce à un train d'atterrissage astucieux et détachable construit autour d'un grand ski sous l'appareil. Les atterrissages étaient très sûrs. D'accord, c'est vrai que l'engin explosait souvent et avait vraiment du mal à toucher les avions ennemis, mais des améliorations continues de cette approche révolutionnaire auraient pu régler ce problème. Il avait aussi une allure incroyable en rouge, ce qui n'est pas vraiment un signe de prouesse au combat, mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas ne pas mentionner. Cependant, quand on prend en compte les coûts, ce tableau devient beaucoup moins reluisant. Sur les 364 comètes construits, moins d'un quart ont jamais été utilisés. Pensez au temps et aux efforts consacrés à la recherche et à la création de cet appareil, au test des prototypes, à la distraction qu'il a représenté dans les usines et sur les aérodromes. Tout cela représentait un coût que la Luftwaffe, en infériorité numérique et de puissance de feu, ne pouvait pas se permettre. Cependant, terminons sur une note différente avec une histoire parmi tant d'autres qui démontre à quel point le Messerschmitt 163 était incroyable et en avance sur son temps. Nous sommes le 10 avril 1944 et 100 bombardiers alliés volent en formation serrée, chargés de bombes à larguer sur la ville de Leipzig. Le lieutenant Fritz Kelb, sanglé dans un comète, décolle en réponse. Complètement seul, il s'élève à une vitesse vertigineuse vers l'immense nuage de bombardiers et, s'approchant de l'appareil de tête par en dessous, il tire ses canons à une distance extraordinairement rapprochée. Dans un nuage de fumée et de feu, ce bombardier est instantanément anéanti. Malheureusement, aucune photo ni vidéo ne capture ce moment incroyable et non documenté. Les chasseurs Mustang décollent en urgence pour réagir et chasser l'intrus, mais Kelb incline brutalement le nez de la comète et fonce vers la sécurité, son avion déjà noirci et endommagé par les éclats du bombardier détruit. Un homme a affronté une armée aérienne et il n'avait aucune réponse. Pas un seul pilote de cet escadron allié n'aurait pu sortir de cette rencontre sans sentir qu'au moins, en termes de vitesse, ils étaient désespérément dépassés. Et c'est ainsi que nous terminons cette vidéo sur la Wunderwaffe nazie, les tentatives nazies les plus courageuses et les plus folles jamais vues dans l'histoire pour créer des armes capables de gagner la guerre. Le Panzerhuitmos, les cuirassés de classe H et le Messerschmitt 163 Comet restent des icônes à ce jour. Des témoignages de la puissance de l'invention, surtout lorsque les sociétés sont confrontées à des situations désespérées. Mais ils ne sont que 3 parmi tant d'autres. Des centaines de Wunderwaffe ont été proposées dans les années 30 et 40, allant de chars de la taille de navires à des canons aux capacités remarquables et même des armes spatiales. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réactions et dites-nous si vous souhaitez plus de vidéos sur différentes inventions de Wunderwaffe. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.